En 2025, j'ai lu 46 livres pour 46 pays d'Europe et j'ai ainsi réussi mon défi de lire un livre par pays d'Europe en une année. Aujourd'hui, je fais le bilan de ce tour d'Europe et je vais vous parler des auteurs et des autrices dont j'ai envie de lire d'autres livres, des pays qui méritent une revanche ou une deuxième chance, mais aussi de ce que j'ai appris lors de ce tour d'Europe, que ce soit sur l'Europe, sur la littérature ou sur moi-même. À la toute fin de la vidéo, je ferai la liste de tous les livres que j'ai lus pour chaque pays, si jamais ça vous intéresse. Pour commencer, je vais déjà dire que mon top 6 de 2025 est composé uniquement de livres qui viennent de ce tour d'Europe, donc vraiment ça a été un grand succès pour moi d'aller explorer des pays pour lesquels je n'avais pas forcément déjà lu d'écrivains. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon top de 2025, eh bien je vous la mets ici dans le petit coin. Avant de commencer, je dois faire un petit mea culpa, j'ai oublié de présenter un livre que j'ai lu dans le cadre de mon tour d'Europe. C'est quand même dingue. C'est le livre que j'ai lu pour la Biélorussie. Il s'agit de Un fils perdu de Sacha Filipenko, qui est traduit par Philly Arnoux et Paul Lequen et publié aux éditions Noir sur Blanc en 2022. Donc je vous le présente très rapidement. Dans ce livre, un jeune homme tombe dans le coma pendant 10 ans. Pendant ces 10 ans, eh bien, il va perdre sa grand-mère, qui était la personne la plus proche de lui, qui prenait soin de lui. Mais à son réveil, à part ce changement qui est très important émotionnellement pour lui, le reste n'a pas changé. C'est-à-dire que son pays est toujours dans une dictature, sous contrôle, et les jeunes essayent de quitter ce pays. Ce livre nous donne un aperçu de l'intérieur de la Biélorussie et souligne de manière évidente les difficultés qui agitent ce pays. C'est un livre qui est explicitement engagé politiquement. Déjà dans la préface, l'auteur nous dit que le coma de ce jeune homme, c'est pour lui la métaphore d'une forme de coma dans lequel est plongée la Biélorussie à cause de son régime politique. J'ai donné la note de 7,5 sur 10 à ce livre. J'ai trouvé que la métaphore était réussie, tout comme l'ambiance légèrement angoissante dans laquelle nous plonge l'auteur, et j'ai aimé les discussions qui portaient sur la question de la langue biélorusse. Mais j'ai trouvé que le commentaire politique était tellement explicite que ça me sortait parfois du roman lui-même. Voilà, en quelques mots, ce roman que j'avais malheureusement oublié dans mes présentations, et on peut maintenant passer aux auteurs et autrices que je vous recommande pour certains pays. J'aimerais vous parler des auteurs et des autrices que j'aimerais suivre, ou plus précisément dont j'aimerais lire d'autres textes. Ah, et je précise qu'aujourd'hui on est dans mon bureau parce que j'ai toutes les infos sur mon écran, donc si je regarde dans cette direction de temps à autre, c'est simplement parce que je lis les informations, les pays, les titres, etc. sur mon ordinateur. Pour l'Albanie, j'ai lu le livre Enfin libre de Léa Hippie, et j'aimerais lire le livre qu'elle a écrit ensuite, qui s'intitule Indignité, et qui parle du fait de devenir adulte en Albanie pendant les années 90, et aussi de l'histoire de sa famille, qui est un thème qui apparaît déjà dans Enfin libre. Donc une autrice à suivre pour moi. J'aimerais aussi lire plus de livres de l'autrice belge Corinne Hou, dont j'ai lu Le Grand Menu en 2025. Et s'il y a un auteur auquel je suis sûre de revenir prochainement, c'est Jaume Cabré, que j'ai lu pour l'Espagne, qui est catalan, et dont j'aimerais lire les autres livres, et notamment le livre Confiteor. En Estonie, j'ai trouvé très intrigante l'écriture de Andrus Kivirek, et ça m'intéresserait d'aller voir ce qu'il a écrit d'autre. Pour l'Islande, j'ai lu une autrice dont j'avais déjà lu plusieurs romans, elle s'appelle Audur Ava Olafsdottir, et je compte bien continuer à lire les différents livres qu'elle sort, assez régulièrement d'ailleurs. Pour la Norvège, j'ai beaucoup aimé le roman de Vigdis Hjorth qui s'appelait Héritage et Milieu, et j'ai déjà acheté le roman suivant qui s'appelle Mère est-elle morte ? Donc apparemment c'est aussi toujours un peu dans le même thème de la famille, je suis pas certaine mais ça a l'air. Et elle a écrit d'autres romans qui m'intéressent également. Pour la Suisse, j'ai lu l'autrice Edwige et son livre Milchle Latte Mleko, et j'ai acheté son livre suivant Travelling, qui est un livre qui est écrit de manière entièrement non-genrée, ça m'intéresse beaucoup, c'est très intriguant. Et de manière générale, ce que fait Edwige m'intéresse. Pour la Finlande, j'ai vu que Monica Fagerholm a écrit une suite au livre La fille américaine que j'ai beaucoup aimé en 2025. Ce livre s'appelle La scène à paillettes. Et apparemment, plutôt qu'une suite, c'est en fait un autre point de vue sur la même histoire. Dans la littérature allemande, je m'intéresse à ce qu'a écrit Chris Kraus, et j'ai découvert qu'il faut pas le confondre avec une autre personne qui s'appelle Chris Kraus, écrit exactement de la même manière, mais qui est une femme américaine ou des USA, et qui apparemment écrit aussi des choses tout à fait différentes. Donc moi je parle bien de Chris Kraus, l'allemand, qui est également réalisateur. Peut-être que ça vaudrait la peine d'aller voir ce qu'il fait comme film. De Joe Sacco, c'était déjà évident quand je l'ai lu pour Malte que je vais lire d'autres bandes dessinées de reportages. Pour la Hongrie, j'ai beaucoup aimé La Porte de Magda Szabo, et je crois qu'il y a une dizaine de ses ouvrages qui sont traduits en français, donc je vais aller jeter un œil. J'aimerais aussi aller voir ce qu'a écrit d'autre Florina Illis, une autrice roumaine, dont j'ai lu
lu La Croisade des enfants. Et ensuite on a deux autrices dont j'aimerais vraiment pouvoir lire autre chose, mais dont un seul texte a été traduit en français à l'heure actuelle. Il s'agit pour les Pays-Bas de Andreas Burnier, qui est pourtant une autrice qui a écrit dans les années 60 et 70, donc on pourrait s'attendre à ce que ces textes soient traduits aujourd'hui, mais celui que j'ai lu, L'heure des garçons, était le premier texte de Andreas Burnier traduit en français, et il a été traduit, je crois, en 2025 ou en 2024. Bon, on peut espérer que ça fasse boule de neige et puis que d'autres de ces textes soient traduits. Et puis pour la Tchéquie, eh bien, Alena Mornstajnova, c'est le nom, je crois, que j'arrive le moins à prononcer de toute ma liste d'auteurs. Donc cette autrice a également un seul livre traduit en français à l'heure actuelle, c'est Hannah, le livre que j'ai lu l'année passée. Mais c'est une autrice beaucoup plus récente, et vu le succès de Hannah, j'ai bon espoir que ses livres suivants soient traduits également. Maintenant, j'en viens aux pays qui méritent une deuxième chance. C'est-à-dire que ce sont soit des livres pour lesquels j'ai triché, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, soit des livres pour lesquels j'ai lu un texte qui ne m'a pas vraiment plu, et je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'aller plus loin et de découvrir d'autres textes de ces pays. Le problème, c'était souvent que, justement, il était difficile de trouver des textes traduits pour ces pays, donc à voir, et si vous avez des idées, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors évidemment, les pays pour lesquels j'ai triché méritent une revanche. Il s'agit en particulier de Monaco, pour lequel j'ai triché alors que franchement j'aurais pu trouver quelque chose. Mais aussi le Kosovo, et là je suis vraiment déçue d'avoir pas trouvé un auteur ou une autrice kosovare qui soit traduite ou traduit en français depuis l'albanais ou le serbe. Pour rappel, j'avais lu un livre qui était bien écrit par une personne du Kosovo, mais qui était écrit en allemand ou en suisse allemand, parce que c'était une personne qui a émigré en Suisse. Maintenant, ça va être plus difficile pour les trois autres pays pour lesquels j'ai triché, à savoir le Vatican, Malte et Saint-Marin. Je ne suis pas certaine de pouvoir trouver d'autres textes, en tout cas à l'heure actuelle, qui soient traduits en français et que j'ai envie de lire. Maintenant, pour les quelques pays pour lesquels j'ai pas triché, mais pour lesquels j'ai lu un texte qui ne m'a pas vraiment emballé, il s'agit de Andorre. Alors, en l'occurrence, c'est également un petit pays pour lequel c'est difficile de trouver des textes traduits. La Bosnie-Herzégovine, la Russie, alors là, je veux dire, j'ai le choix, hein. La Russie, j'ai le choix. D'ailleurs, j'ai lu de la littérature russe, mais pas en 2025, donc je l'ai pas compté pour mon tour d'Europe. Et je vous recommande fortement Guzel Yakina, qui est traduite aux éditions Noir sur Blanc. Et elle devrait sortir un livre dans les prochaines années, parce que je crois qu'il y a un livre qui est déjà sorti, mais qui n'a pas encore été traduit en français, donc prochainement. C'est un peu la même chose pour la Grèce. Là encore, si vous avez une recommandation spécifique, je suis preneuse. Et je pense qu'il y a moyen de lire des choses très bien qui viennent de Grèce. Et enfin, j'ai besoin d'aide pour la Slovénie, qui mérite, comme les autres, une revanche. C'est l'occasion de mentionner, peut-être que vous l'avez remarqué, si vous avez été extrêmement attentif, c'est que je n'ai pas inclus la Turquie et Chypre dans mon tour d'Europe. Alors peut-être que ça peut paraître choquant, il y a une raison que je peux tout à fait expliquer. C'est que je me suis retrouvée avec beaucoup trop de livres à lire pour l'Europe, et je me suis dit que j'allais plutôt me concentrer sur l'Europe géographique. Donc j'ai créé une autre catégorie géographique qui est le Moyen-Orient, et j'ai mis la Turquie et Chypre dans le Moyen-Orient. La seule chose un peu bizarre, c'est que j'ai lu la Géorgie pour l'Europe, alors que géographiquement c'est quand même en fait plus à l'Orient que la Turquie. Mais bon, c'est une petite entorse, mais je lirai bien entendu de la littérature turque et de la littérature chypriote dans le cadre de mon tour du Moyen-Orient que je ferai une prochaine année. Après les auteurs que je recommande, eh bien ce que j'ai aussi appris lors de ce tour d'Europe, c'est qu'il y a des maisons d'édition spécialisées dans les littératures européennes et aussi dans les littératures européennes de l'Est. Parce que j'ai réalisé que la littérature de l'Est est souvent peu traduite en français, peut-être étonnamment, en particulier évidemment lorsqu'il s'agit de plus petits pays. Mais si c'est une région linguistique ou littéraire qui vous intéresse, eh bien je vais vous recommander des maisons d'édition qui sont spécialisées. Je viens de parler tout à l'heure à propos de Guzel Yakina des éditions Noir sur Blanc, qui sont des éditions lausannoises, et qui se spécialisent dans la littérature de l'Est de l'Europe. Les éditions Bleu et Jaune sont un peu plus larges et s'intéressent à la littérature européenne. Les éditions des Sirtes ont pour objectif de faire découvrir et explorer le monde slave. Et les éditions Belleville se sont données pour mission de traduire des langues négligées par l'édition française. Vous pouvez aussi vous tourner vers certains types de prix qui sont spécialisés dans la littérature européenne, notamment le prix européen de littérature, mais aussi le prix de littérature de l'Union européenne. Bon, ça restreint un petit peu puisque c'est limité à l'Union européenne. Et il existe aussi un prix très intéressant, le prix européen de l'essai, qui récompense donc des essais européens. Et évidemment, moi pour mes recherches, je me suis aussi intéressée au prix décerné par chaque pays pour la littérature de son propre pays. Et après, il s'agissait de voir si les livres primés
était ensuite traduit en français. Parce qu'évidemment, un livre qui est primé a plus de chances d'être ensuite traduit, parce que les éditeurs considèrent qu'il aura plus de chances d'être vendu. Maintenant, j'en viens à une petite partie bilan sur les apprentissages que j'ai faits lors de ce tour d'Europe, et j'ai choisi 2 catégories, c'est-à-dire les apprentissages en lien avec la géographie, l'histoire, la culture des pays européens, et une autre partie qui est consacrée plutôt aux apprentissages que j'ai fait sur moi-même lors de ce tour d'Europe. Dans la partie géographie, histoire et culture, je vais commencer par une évidence, c'est que dans la littérature européenne, il y a une forte présence de la Seconde Guerre mondiale. Il y a en particulier beaucoup de romans historiques qui s'intéressent à cette période de l'histoire européenne. Et puis, pour la plupart des pays qui faisaient partie de la Yougoslavie, eh bien, les guerres de Yougoslavie et la création de nouveaux États qui a suivi est très souvent soit en toile de fond, soit au premier plan des romans. On a également une grande présence sous-jacente des régimes communistes dans la littérature de l'Europe de l'Est, avec des thématiques abordées comme celle du contrôle, du manque ou de l'exil. Par ailleurs, j'ai beaucoup aimé pouvoir parfois découvrir des coutumes, des habitudes, des mythes, ou voire même des plats liés à la culture du pays dont je lisais le livre. Par exemple, le livre Dans le fossé tourne autour d'un enterrement en Bosnie-Herzégovine et décrit toutes les traditions, les coutumes liées à ce rituel. Dans le livre Le Jardin de verre que j'ai lu pour la Moldavie, on a une description des plats, des boissons, notamment des petites pâtisseries que l'enfant achète dans les boulangeries. Dans L'homme qui savait la langue des serpents que j'ai lu pour l'Estonie, on a un aperçu de certains mythes fondateurs de l'Estonie. Et puis il y a plusieurs livres qui mettent en scène aussi la langue qui est parlée dans le pays, ou les langues qui sont parlées dans le pays. Par exemple, c'est le cas de Un fils perdu que j'ai lu pour la Biélorussie et qui thématise la présence de la langue russe et de la langue biélorusse dans un même pays. Enfin, de manière très évidente, lire un seul livre par pays ne suffit pas pour comprendre ni la culture du pays, ni l'histoire du pays, ni la littérature de ce pays. Et autant j'ai adoré avoir un aperçu, même minime, de chaque pays via sa littérature, eh bien je sais que je devrais lire plusieurs livres pour chaque pays, pouvoir en dire quelque chose d'intéressant, et aussi ça me plairait vraiment d'avoir lu plusieurs livres par pays, mais bon, une chose après l'autre. Il y a quelques pays d'Europe pour lesquels j'ai déjà lu beaucoup de livres, et d'autres bien moins. Maintenant je vais continuer mon tour du monde, et petit à petit, eh bien j'ai bon espoir que ça me donne au moins un panorama très général, et que ça me donne des envies justement de revenir vers certains pays, vers certains auteurs, pour en apprendre plus. Enfin, j'en viens à ce que j'ai appris sur moi pendant ce tour d'Europe littéraire. Et la première chose que je vais dire, c'est déjà que c'est vraiment pour moi une manière enthousiasmante de choisir mes lectures. Je sais que ça peut paraître assez contraignant, mais en fait ça me motive beaucoup d'avoir cet objectif, et je trouve que ça a vraiment du sens et un intérêt pour moi en tout cas. Ce que j'ai également appris sur moi en tant que lectrice, c'est que j'aime en fait les longs livres. Alors, j'aime aussi les livres courts, j'en ai lu plein, que j'ai trouvé géniaux et qui sont aussi dans mon top 6. Mais c'est vrai que les grands livres, les gros livres, me faisaient parfois un peu peur, et j'avais tendance à ne pas les prendre dans ma bibliothèque. Et pourtant, cette année, j'ai lu des longs livres qui étaient excellents, et je dois dire que d'autant plus, en fait c'est génial, parce qu'un bon livre, on n'a pas envie qu'il s'arrête. Après, la difficulté évidemment, c'est que l'auteur ou l'autrice doit réussir à tenir la qualité de son livre tout du long, et parfois c'est pas le cas, et abandonner un livre alors qu'on a déjà lu 400 pages, c'est extrêmement dommage. Heureusement ça m'est pas arrivé cette année. Mais en tout cas, j'arrive en 2026 en me disant, en fait j'ai plus peur d'ouvrir un gros livre, je sais que ça peut être une expérience extraordinaire. Je ferai d'ailleurs certainement une vidéo sur des longs livres ou très longs livres qui valent vraiment la peine. J'ai aussi remarqué que j'aime beaucoup la narration à la première personne, en particulier lorsqu'elle nous donne un point de vue sur les événements qui est en partie biaisé ou émotionnel, voire potentiellement trompeur. J'aime bien un narrateur qui a vraiment une personnalité. Et c'est lié aussi avec une autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'apprécie les auteurs qui expérimentent, qui essayent des choses. Alors évidemment, leurs expérimentations, ce qui est bien, c'est quand elles ont un lien, un sens avec le récit. Mais en tout cas, quitte à ce que ce soit peut-être un peu plus difficile d'entrer dans le roman au premier abord, eh bien, je préfère que les auteurs et les autrices développent une écriture particulière ou originale. Originale au sens qui leur est propre ou qui est propre à ce livre. Pas forcément une écriture farfelue ou particulièrement élégante. Sauf, encore une fois, si c'est ça qui a du sens avec le roman qu'ils sont en train d'écrire. Peut-être que je ferai même une vidéo une fois sur la manière dont les livres que je lis impactent ou influencent la manière dont j'écris. Parce que quand je lis des livres, j'ai aussi en tête ma manière d'écrire. Et puis je mets souvent des post-it dans les livres à des passages où je me dis « Ah, ça c'est intéressant. Ah, ça j'aimerais essayer. Ah, cette formulation j'aimerais l'utiliser comme exercice. » Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'ai en tout cas quelques idées pour faire des liens entre lecture et écriture. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je vous fais la liste de tous les livres que j'ai lus
pour l'Europe en 2025. Et pour rappel, pour chacun de ces livres, il y a une vidéo qui présente le livre en détail et dans laquelle j'indique ce qui m'a plu ou ce qui m'a déplu dans ce livre. Pour l'Albanie, j'ai lu Enfin libre de Léa Hippie. Pour l'Allemagne, j'ai lu La fabrique des salauds de Chris Kraus. Pour Andorre, j'ai lu Mademoiselle Keaton et autres créatures de Teresa Colom. Pour l'Autriche, j'ai lu Héritage de Monica Helfer. Pour la Belgique, j'ai lu Le Grand Menu de Corinne Hou. Pour la Biélorussie, j'ai lu Un fils perdu de Sacha Filipenko, dont je parle dans cette vidéo. Pour la Bosnie-Herzégovine, j'ai lu Dans le fossé de Slađana Nina Perković. Pour la Bulgarie, j'ai lu Mère de Teodora Dimova. Pour la Croatie, j'ai lu Le musée des redditions sans condition de Dubravka Ugresic. Pour le Danemark, j'ai lu Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard. Pour l'Espagne, j'ai lu Les voix du Pamano de Jaume Cabré. Pour l'Estonie, j'ai lu L'homme qui savait la langue des serpents de Andrus Kivirek. Pour la Finlande, j'ai lu La fille américaine de Monica Fagerholm. Pour la France, j'ai lu Louisa de Lou Sira. Pour la Géorgie, j'ai lu Merle Mur de Tamara Melashvili. Pour la Grèce, j'ai lu Le bouton et autres histoires de Tassoula Tsilimeni. Pour la Hongrie, j'ai lu La porte de Magda Szabo. Pour l'Irlande, j'ai lu Normal People de Sally Rooney. Pour l'Islande, j'ai lu L'exception de Audur Ava Olafsdottir. Pour l'Italie, j'ai lu Tout faux de Veronica Raimo. Pour le Kosovo, j'ai lu Des éléphants dans le jardin de Meral Kureishi. Pour la Lettonie, j'ai lu La rivière de Laura Vinogradova. Pour le Liechtenstein, j'ai lu L'homme qui fit chuter le paradis de Benjamin Quaderer. Pour la Lituanie, j'ai lu La bibliothèque du beau et du mal de Undine Radzevičiūtė. Pour le Luxembourg, j'ai lu Carapace de Carla Lucarelli. Pour la Macédoine du Nord, j'ai lu Sorcière de Venko Andonovski. Pour Malte, j'ai lu Reportage de Joe Sacco. Pour la Moldavie, j'ai lu Le jardin de verre de Tatiana Tibuliak. Pour Monaco, j'ai lu L'histoire de la principauté de Monaco par ses timbres postes. Pour le Monténégro, j'ai lu La bouche pleine de terre de Ranimir Stepanovic. Pour la Norvège, j'ai lu Héritage et milieu de Vigdis Jors. Pour les Pays-Bas, j'ai lu L'heure des garçons de Andreas Burnier. Pour la Pologne, j'ai lu Nourrir la pierre de Bronka Novica. Pour le Portugal, j'ai lu Misericordia de Lydia Rolre. Pour la Roumanie, j'ai lu La croisade des enfants de Florina Edis. Pour le Royaume-Uni, j'ai lu Le serpent de l'Essex de Sarah Perry. Pour la Russie, j'ai lu Les jours de Savelli de Grigory Slujitel. Pour Saint-Marin, j'ai lu une nouvelle de Roberto Monti qui s'intitule He, I Say He or a Flash of Black Light. Pardon pour l'accent. Pour la Serbie, j'ai lu L'issue fatale des blessures d'athlétisme de Milica Vukovic. Pour la Slovaquie, j'ai lu L'île E de Peter Balko. Pour la Slovénie, j'ai lu Ce que l'on ne peut confier à sa coiffeuse de Agathe Tomasic. Pour la Suède, j'ai lu L'œil du léopard de Henning Mankell. Pour la Suisse, j'ai lu Milchley Latte Mleko de Edwige. Pour la Tchéquie, j'ai lu Anna de Alena Mornstajnova. Je n'y arrive toujours pas. Pour l'Ukraine, j'ai lu Presque jamais autrement de Maria Mathios. Et pour le Vatican, j'ai lu François, l'église déchirée de Marco Politi. Et voilà, les prochaines étapes, c'est en Amérique. On se retrouve bientôt. Bye bye!